Donc avant de commencer, je vous remercie d'avance pour votre indulgence dans la mesure où depuis quelques jours je suis un peu enrhumé et je pense que vous l'entendrez au son de ma voix. Donc je vous remercie par avance pour votre indulgence. Bon, je pense qu'on peut commencer. Les prochains participants nous prendront un cours. Rebonjour à tous. Je suis Gérald Liban, je suis consultant, chef de projet et DPO chez Novancy. J'interviens pour tout ce qui est protection des données personnelles, mais également sécurisation du système d'information. Je suis certifié ISO 27005, donc en gestion de risque, et puis lead implémenteur ISO 27001, pour ceux qui connaissent un peu. Donc aujourd'hui, on est ensemble pendant environ 45 minutes ou 1 heure en fonction des échanges des questions que vous pourrez me poser et des réponses que je pourrai également vous apporter. On est ensemble pour un webinaire consacré à l'IA et puis ses enjeux et usages en entreprise, avec un focus sur l'aspect protection des données, qu'elles soient personnelles ou des données de manière générale. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Je présenterai rapidement Novancy je sais que certains parmi vous nous connaissent déjà. Pour ceux qui ne connaissent pas Novancy, nous sommes une entreprise située en Nouvelle-Aquitaine. On a également des sites un peu partout en France, spécialisés. On a 4 pôles. Donc, le premier est celui de l'infrastructure et cloud, un pôle cybersécurité, un pôle service manager, et puis un pôle matériel et outils collaboratifs. Donc, comme je disais tout à l'heure, on est issu ou originaire de la Nouvelle-Aquitaine et progressivement, on a eu à s'étendre un peu au sein du territoire. Actuellement, on a des clients qui sont dans le Grand Est, dans le Nord, dans le Centre, et on a également un site en Andorre. Donc voilà pour ce qui est de Novancy. Donc aujourd'hui, comme je le disais, l'usage de l'IA en entreprise, les enjeux notamment en matière de protection des données et les bonnes pratiques à respecter pour déployer, utiliser une IA en bonne conformité et dans le bon respect des règles en matière de protection des données en entreprise. Le sommaire. Dans un premier lieu, on va commencer par une définition de ce qu'est l'IA. On va s'inspirer d'une ou deux définitions. Ensuite, on verra aussi la définition de ce que c'est qu'une donnée, parce qu'on, comme je le disais, on va faire un parallèle avec l'usage de l'IA en entreprise et puis son corollaire qui est la protection également des données personnelles en entreprise. Donc ça, ce sera pour la définition. Définition de l'IA, définition de ce que c'est qu'une donnée personnelle, parce que c'est quelque chose qui peut également être flou pour certaines personnes. Ensuite, on verra les avantages, les défis et les risques liés à l'utilisation ou déploiement de l'intelligence artificielle. En troisième lieu, on verra un corpus réglementaire ou un corpus législatif, pour faire simple, la législation en matière d'intelligence artificielle. Euh, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu passer le texte de loi spécial, enfin en tout cas l'Union européenne spécialisée dans ce domaine-là, mais en tout cas, ce sera l'occasion d'aborder cette partie-là euh, en troisième lieu. Et enfin, on verra quelques bonnes pratiques à mettre en place pour le déploiement et l'usage de l'IA en entreprise de manière conforme. Alors, pour ce qui concerne la définition de l'intelligence artificielle, j'ai pris deux définitions. La première est celle de l'IA Act de l'Union européenne et la deuxième est celle du Parlement européen. Les deux se regroupent, hein, c'est à peu près le fond de la définition reste le même. Donc, l'IA Act définit un système d'intelligence artificielle euh, comme tout logiciel qui est développé pour un ensemble donné d'objectifs définis par l'homme, donc de générer des résultats tels que des contenus, des prédictions, des recommandations ou des décisions influençant les environnements avec lesquels il interagit. Le Parlement européen a fait beaucoup plus court. Il a défini l'intelligence artificielle comme tout outil.
tout outil utilisé par une machine afin de reproduire les comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification, la créativité. Ça, ce sont les définitions qui sont données par l'IA Act et le Parlement européen. Et qu'est-ce que c'est qu'une donnée personnelle? Une donnée personnelle, c'est toute information, pour faire simple, c'est toute information qui se rapporte à une personne physique et qui permet de l'identifier de manière directe ou indirecte. Un nom, un prénom, une photographie, une adresse mail, une adresse postale, etc. Enfin, une empreinte digitale, tous ces éléments qui permettent d'identifier quelqu'un, une personne physique en tout cas, de manière directe ou indirecte. Voilà pour ce qui est des définitions de l'intelligence artificielle et de la donnée personnelle. Alors, quels sont les principaux types d'intelligence artificielle? Il faut savoir que l'intelligence artificielle, euh, la classification de l'intelligence artificielle peut obéir à plusieurs critères. Nous, on a pris, enfin, j'ai fait le choix d'adopter une classification par capacité. Cela signifie qu'on distingue globalement deux types d'IA. Vous avez l'IA faible d'un côté et puis l'IA forte ou l'IA dite générale. Mais attention, au niveau de l'IA générale, on y reviendra. Alors, l'IA faible, dans un premier temps, c'est une IA qui est une intelligence artificielle qui est spécialisée dans la réalisation d'une tâche spécifique. Sa particularité est qu'elle n'a aucune conscience et c'est également le type d'IA le plus répandu actuellement. Dans ce type d'IA, vous retrouverez tout ce qui est LLM, Large Language Model ou grand modèle de langage. Donc, c'est tout ce qui est IA générative qui permet de produire du texte ou des images. Vous trouverez également des IA spécialisées dans certains domaines d'activité, que ce soit la médecine, que ce soit l'architecture ou même euh, la sécurité informatique. Voilà. Ça, grosso modo, c'est l'IA faible. C'est l'IA qu'on connaît actuellement, telle qu'on la connaît actuellement. Malgré tout ce qu'on peut arriver à faire avec l'IA, qui est parfois surprenant, toute l'IA qu'on connaît actuellement est considérée comme, enfin en tout cas est classifiée comme étant une IA faible. À côté de cette IA faible-là, on a l'IA forte, dite générale. Mais comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas confondre IA générale ou forte ici et l'IA à usage général. Parce que l'IA faible est une IA, enfin une partie de l'IA faible est une IA à usage général. ChatGPT et autres sont des IA faibles, mais qui sont à usage général et ça ne fait pas, elles ne sont pas considérées comme des IA générales au sens de la classification IA générale, IA faible. Alors, je reviens à notre classification. L'IA forte ou dite générale euh, est une IA qui est capable d'apprendre et de reprendre toutes les tâches humaines. J'ai fait une petite erreur sur tâche. Toutes les tâches humaines. Cela signifie tout simplement que c'est une IA qui a beaucoup plus de capacités que celle qu'on connaît actuellement. Euh, Elle est souvent définie comme une IA qui a la capacité également d'avoir une conscience. Et heureusement pour nous, ou malheureusement, je ne sais pas, en fonction des points de vue des uns et des autres, cette IA-là n'est encore actuellement qu'à l'étape ou à la phase d'hypothèse. Voilà. Elle n'est pas encore, elle n'a pas encore été développée, elle n'est pas encore utilisée. Donc c'est probablement, en tout cas, c'est potentiellement le nouveau type d'IA vers lequel on se tendrait vers quelques années si les développements de la technologie le permettent, la recherche, etc. Donc voilà pour ce qui est de la distinction des deux types d'IA. Ensuite, quels sont les avantages et les défis liés à l'IA? Le premier avantage, enfin, les principaux avantages, tous ne sont pas là. Je vous ai mis les principaux. Donc, les principaux avantages de l'IA sont l'aide à la recherche et à l'innovation. On est tous dans nos usages quotidiens confrontés ou en tout cas on bénéficie du développement, de l'implémentation et même de l'usage de l'IA dans tout ce qu'on fait, dans quasiment tout ce qu'on fait au quotidien. Donc ça, c'est le premier avantage, l'aide à l'innovation et à la recherche. Ensuite, vous avez l'aide à la productivité et mais également l'aide à la rationalisation des coûts.
Les deux peuvent être mis ensemble dans la mesure où, avec le développement de l'intelligence artificielle, on arrive à produire différemment et améliorer tout simplement la productivité, à rationaliser les coûts, à réduire les postes de dépenses et de manière beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficiente. Voilà pour les avantages. Il y en a certainement d'autres. J'ai choisi de ne mettre que ces trois-là. Vous avez également, d'un autre côté, les défis liés à l'IA. Vous avez des défis moraux. Euh, Est-ce qu'on développe telle pratique ou telle fonctionnalité liée à l'IA plutôt qu'une autre? Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça rentre dans les mœurs? Est-ce que ça rentre dans notre culture, que ce soit au niveau national ou au niveau européen, etc. Ça, ce sont des défis qui sont liés à l'IA. Vous avez également des défis liés en termes d'emploi. Il y a un débat qui est celui de savoir si finalement avec le développement de l'IA, on aura toujours, on n'aura pas plutôt une perte conséquente, voire catastrophique du nombre d'emplois au niveau national, voire au niveau mondial. Moi, j'ai plutôt une autre approche. Enfin, disons que je souscris à l'autre approche qui est celle de dire que il y aura le développement de l'IA de toute façon est inéluctable. Il y aura forcément un impact sur le marché de l'emploi ou la typologie des emplois. Ça ne veut pour autant pas dire qu'on aura un déclin ou une suppression des emplois, mais tout simplement, il faudra s'adapter et travailler et pouvoir travailler différemment. C'est-à-dire que certains emplois vont peut-être disparaître, mais d'autres vont se créer. Donc, ce sera à nous, les utilisateurs, en tout cas la société de manière générale, de pouvoir nous adapter afin de pouvoir travailler différemment avec l'aide de l'IA ou en tout cas en collaboration avec les systèmes d'IA qui seront mis en place. Donc ça, c'est le deuxième défi. Et enfin, vous avez le défi juridique et le respect des droits fondamentaux des personnes. Celui-là, c'est un débat qui est beaucoup plus présent euh, dans la société, je ne vais pas dire occidentale, dans la mesure où il y a une grosse différence également entre la société européenne, par exemple, et la société américaine. En Europe, on a un développement beaucoup plus important de cette préoccupation-là. Donc, l'importance de développer le juridique et le respect et de pallier, en tout cas, de, de concilier les deux, le développement de l'IA, mais également son encadrement à la fois juridique et sur l'aspect du respect des droits fondamentaux des personnes. En Europe, c'est beaucoup plus développé qu'aux États-Unis, par exemple. Donc, on ne peut pas faire la distinction ici entre la prise en charge ou en tout cas l'encadrement de ces défis-là d'un point de vue occidental et puis le reste du monde. Ça ne tiendrait pas. En tout cas, on va dire qu'au niveau européen, on est beaucoup plus impliqué dans ce défi-là que dans certains aspects, enfin euh, dans certaines zones géographiques du monde actuellement. Voilà pour les défis. Et en troisième lieu, les risques liés à l'IA. Il y en a potentiellement d'autres, mais voilà les principaux. Bon, il y avait un troisième que j'ai volontairement supprimé ou que j'ai occulté ici. Donc, je vais rester sur un, 2, 3. Bon, là, j'ai mis 4 et 5. Mais le premier risque est celui de dépendance. On remarque qu'avec l'usage de l'intelligence artificielle, on a beaucoup moins de facilité à aller faire des recherches par soi-même. On confie tout à l'IA, l'IA travaille pour nous et produit des résultats. Ça a des avantages, ça facilite le travail, ça accélère ça divise par un certain nombre un nombre la quantité de temps ou le temps qu'il faut pour réaliser certaines tâches. Mais ça peut également créer un risque de dépendance. Ça peut créer de la dépendance de certaines personnes ou en tout cas de certains utilisateurs face à l'IA. Ensuite, vous avez le risque en matière de cybersécurité. On a le développement du phishing et également toutes les thématiques ou les problématiques liées au deepfake. En gros, d'un point de vue cybersécurité, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de magnifique, de génial, dans la mesure où c'est ça qui permet également d'intégrer, de développer des outils comme des antivirus de dernière génération, des EDR, des SIEM, etc., qui permettent de détecter des attaques, de les bloquer ou même d'isoler certaines machines, le cas échéant. Voilà. D'un point de vue cybersécurité, il y a des avantages, mais il y a également ces risques-là en matière de phishing, automatisation des phishing, la rédaction euh, des mails de phishing qui est beaucoup plus complexe, enfin, qui est beaucoup plus, oui, les mails de phishing qui sont beaucoup plus complexes à déchiffrer ou à détecter actuellement pour l'œil humain, mais également tout ce qui est deepfake et les arnaques qui peuvent s'en suivre.
Ça, c'est le deuxième risque. Le troisième risque, comme on le disait tout à l'heure, en matière des droits fondamentaux des personnes, avec le web scrapping, la divulgation des données personnelles, les données à caractère personnel, DCP, et les risques sur nos autres droits. Notamment ici, enfin, le web scrapping, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la faculté ou en tout cas la capacité qu'ont les développeurs d'IA ou l'IA de manière générale à récupérer les données en source libre, en accès libre sur Internet pour son apprentissage ou son développement. Ça, c'est quelque chose qui se fait par plusieurs éditeurs ou en tout cas plusieurs développeurs d'intelligence artificielle. Donc, il y a tous ces risques-là en matière de droits et des droits fondamentaux qui se développent. Le risque également de se voir discriminé, de se voir écarté de certains emplois ou de se voir refuser l'accès à tel ou tel espace en raison de l'intelligence artificielle. Au niveau professionnel, on a également les risques, comme je le disais aussi, de se voir refuser l'accès à tel ou tel autre emploi ou encore le risque de surveillance ou d'excès de surveillance de certains collaborateurs. Ça, ce sont des risques qui pourraient directement affecter leurs droits et leurs droits fondamentaux. Et enfin, on a le risque de corruption des données, qui sont appelés poisoning ou empoisonnement de données. Euh, Ce risque-là, le poisoning, je vais commencer par le définir déjà. Le poisoning est le fait tout simplement d'empoisonner une IA lors de son développement ou lors de son amélioration. Ça consiste simplement à introduire des fausses données que l'IA va ingurgiter et va régurgiter plus tard aux utilisateurs. Un exemple concret, si vous voulez qu'une IA vous qualifie telle ou telle autre action de bonne ou de mauvaise, lors de l'apprentissage de manière volontaire ou de manière involontaire, on peut introduire des biais ou des définitions, des exemples qui vont faire croire à l'IA que enfin, une action pourtant qualifiée de bien n'est pas bien, ou inversement. Un autre exemple, on peut arriver, on va prendre un exemple beaucoup plus, on va dire beaucoup plus sensible, une IA qui est capable de distinguer une personne asiatique d'une personne je sais pas, africaine ou européenne et interdire l'accès à tel ou tel espace à une ou l'autre des personnes. On peut arriver enfin, pas du principe que cette IA-là est autorisée. On peut arriver lors de l'apprentissage ou du développement de cette IA à lui faire intégrer le fait que on va dire la classification ou l'origine ethnique ou prétendument raciale qui pourrait être autorisée est plutôt interdite. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les questions et je me ferai une joie de le repréciser plus tard. Voilà en tout cas pour ce qui est des risques et j'ai pris là, je vais donner ici quelques exemples. Donc, le premier exemple est, enfin, le premier exemple du mauvais usage de l'IA. Vous avez ici une photo de l'AFP et un article de presse de France Info qui rappelait le fait qu'un avocat américain avait utilisé une intelligence artificielle, ChatGPT pour ne pas la citer, pour préparer un procès. Et malheureusement, cet avocat-là avait demandé à ChatGPT de lui citer ou de lui recenser quelques arrêts qui avaient été précédemment, en tout cas de la jurisprudence, de lui fournir de la jurisprudence qui avait été utilisée dans un cas similaire. Ici, ChatGPT a tout simplement inventé des arrêts. Donc, vu que l'avocat par la suite a fait complètement confiance à l'intelligence artificielle et n'a pas vérifié les sources ou n'a pas vérifié la véracité de ces informations-là, il a été induit en erreur dans l'utilisation par ChatGPT. Et d'un autre côté, vous avez également un autre exemple complètement différent qui est l'autonomisation de certains drones qui utilisent l'intelligence artificielle. C'est un débat particulier, mais qui ne nous occupera pas dans la globalité aujourd'hui. Donc ici, vous avez une IA qui, quelque part, a décidé, enfin, pas décidé, une IA qui a identifié une cible et a traité la cible, entre guillemets, comme on dit dans le jargon militaire.
Normalement, ce n'est pas censé arriver. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là. Normalement, ce n'est pas censé arriver. L'être humain, en tout cas les hommes, sont censés être euh, les derniers ou en tout cas être au contrôle pour décider du moment de l'intervention d'une arme létale. On va dire ça. Si l'intelligence artificielle peut être intégrée dans ces systèmes d'armement, notamment pour détecter les cibles, c'est toujours l'être humain qui doit être derrière pour actionner ou déclencher le moment de la frappe ou de l'intervention de l'intelligence artificielle ou du système d'armement équipé de cette intelligence artificielle. Ici, on a des drones qui ont identifié des cibles et qui les ont attaquées sans toutefois qu'il y ait une intervention humaine derrière. C'est quelque chose d'assez, c'était inédit. Et je pense que ça s'est reproduit également, notamment dans les combats qu'il y a eu, je crois que c'était contre l'Azerbaïdjan, entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, où des drones turcs, encore une fois, ont identifié des cibles et ont attaqué des cibles sans toutefois qu'il y ait une intervention de l'homme. Donc là, c'était quelques exemples qui nous montrent ici les risques, certains risques qui sont liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Dans le contexte professionnel, vous avez également des risques de divulgation, divulgation de vos informations confidentielles ou personnelles, notamment en raison du fait que certains collaborateurs ne sont pas sensibilisés à l'usage de ces outils-là. On y reviendra un peu plus tard. Donc, une fois qu'on a vu ces différents aspects, on va s'attarder actuellement à tout ce qui est encadrement juridique, donc le volet réglementaire ou juridique de l'intelligence artificielle. Comme je vous le disais, d'un point de vue mondial, il n'y a pas beaucoup de législation qui encadre l'utilisation ou le développement de l'intelligence artificielle, dans la mesure où c'est une technologie relativement nouvelle et qui présente beaucoup de défis et l'encadrement légal, en tout cas, de cette technologie est souvent vu comme un frein à l'innovation dans certains espaces du globe. Ce qui fait qu'actuellement, la législation en matière d'intelligence artificielle n'est pas foisonnante. Donc, en 2019, on a eu les principes de l'OCDE sur l'intelligence artificielle. En 2021, les recommandations de l'UNESCO sur l'éthique de l'IA. Euh, ça reste des textes qui n'ont pas de valeur aussi contraignante qu'une loi proprement dite. Et récemment, en 2024, au niveau américain, on a la loi californienne qui vise à encadrer l'usage de l'intelligence artificielle au niveau de l'État de Californie, pas sur l'ensemble du territoire fédéral américain. Donc, au niveau fédéral américain, je pense qu'on est encore très loin du déploiement ou de l'adoption d'une loi qui permettra d'encadrer le développement, l'usage de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est au niveau mondial. On a très peu de législation dans ce domaine-là. Et puis, au niveau européen, on a l'IA Act. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont entendu parler, mais l'IA Act, c'est une législation européenne qui a été adoptée il y a à peine allez, on va dire quelques semaines ou quelques mois. Donc tout de suite, on va y venir. Alors, l'IA Act, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est une législation européenne donc qui s'applique au sein de l'Union européenne et potentiellement à tous les États membres de l'Union européenne. Alors, c'est quoi l'IA Act? Euh, Elle régit l'usage, en tout cas le développement et l'usage de l'intelligence artificielle à usage général, comme je vous le disais à titre liminaire. Usage général, donc c'est tout ce qui est l'intelligence artificielle qu'on connaît actuellement. On n'est pas dans la classification IA forte, IA faible. Donc là, on est uniquement dans l'IA faible à usage général. Ça, c'est le champ d'application de, 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 de l'IA Act. Ensuite, euh, ces, int- ces- ce- cette inté- enfin, toutes ces intelligences artificielles générales, à usage général, euh, seront impactées par l'IA Act au moment de leur développement, de leur entraînement et de leur déploiement.
Parce qu'il faut savoir que dans le cycle de vie, entre guillemets, de l'intelligence artificielle, vous avez deux phases, la phase de développement et puis la phase d'utilisation. Dans la phase de développement, vous avez la conception, l'entraînement ou l'apprentissage, et puis la phase de constitution de la bande de données. En tout cas, c'est l'ensemble des données sur lesquelles l'intelligence artificielle va s'appuyer pour pouvoir répondre aux tâches pour lesquelles elle a été conçue. Donc ça, c'est la phase de développement. Et puis la phase d'utilisation, qui est le calibrage, l'utilisation de l'intelligence artificielle, de l'outil, et puis son amélioration plus tard. Voilà. Et l'IA Act va s'appliquer sur tous ces différents aspects-là. Qu'est-ce qui est concerné par cet IA Act? L'IA Act concerne à la fois les développeurs, les fournisseurs, les importateurs, les distributeurs, mais aussi les utilisateurs de l'intelligence artificielle. C'est quelque chose, je sais que, enfin, en tout cas, j'ai l'impression que l'IA Act est quelque chose qui n'est pas encore complètement, je ne dirais pas rentré dans les mœurs, mais c'est une législation qui n'a pas fait grand bruit. En tout cas, c'est l'impression que j'ai, mais qui aura potentiellement des conséquences ou une application assez impactante pour l'ensemble des utilisateurs de l'intelligence artificielle sur l'espace européen. Donc voilà, pour ce qui est des champs d'action rationale, matérielle et rationale personae. Voilà. Et quelle est l'approche qui est adoptée par l'intelligence artificielle ici? Enfin, par l'IA plutôt, l'IA Act. On a une approche basée sur les risques. Tout à l'heure, quand je vous ai défini ce qu'était l'intelligence artificielle, j'ai fait la distinction entre l'IA forte et l'IA faible. On n'est pas du tout sur la même approche au niveau de l'IA Act. L'IA Act définit l'intelligence artificielle avec une approche qui est basée sur les risques. On va y revenir très prochainement. La nouveauté également, la nouveauté, la particularité de l'IA Act, c'est qu'elle introduit des contrôles. Vous avez des autorités de contrôle au niveau européen, mais également des autorités de contrôle au niveau national, donc au sein de chaque État membre. Cela signifie que normalement, dans quelques mois, je ne sais pas si ça a été fait, aux dernières nouvelles, ça n'avait pas encore été fait. Bon, si certains d'entre vous ont l'information, n'hésitez pas à la partager avec moi ou avec nous. Au niveau national, on n'a pas encore désigné une autorité. C'est l'ACNIL ou l'ANSSI qui sont potentiellement pressentis, mais je sais qu'il y a d'autres autorités administratives qui pourraient enfin, en tout cas, se voir reconnaître ce rôle de contrôle de l'application de l'IA Act. Donc, comme je disais, je n'ai pas eu l'information de la désignation oui, de la désignation d'une autorité nationale chargée de s'assurer de la bonne application de l'IA Act. Mais si vous avez l'information, n'hésitez pas à partager avec nous. Alors, l'approche par les risques dont je parlais tout à l'heure de l'IA Act est celle-là. Vous avez 4 niveaux de risque, globalement, 4 niveaux de risque. Vous avez le risque inacceptable, haut risque en matière de transparence, et puis on va dire le risque minimal. Le risque inacceptable, c'est une catégorie bien précise d'intelligence artificielle, et toutes les intelligences artificielles qui correspondent à cette définition-là, donc qui sont considérées comme ayant un risque inacceptable, sont interdites au sein de l'Union européenne. Interdites, tout simplement. Ensuite, vous avez des IA dont l'usage, le développement et l'usage pourraient avoir des hauts risques. Ces IA-là sont sujettes à des exigences à la fois de conformité organisationnelle et technique renforcées. Les risques ici sont les risques en matière, enfin, sur les droits des personnes, hein, pas uniquement, pas des risques complètement décorrélés de l'usage. Ce sont des risques vraiment sur les droits fondamentaux des personnes. En troisième type d'IA, vous avez des risques en matière de transparence. Ces IA-là sont également sujettes à des obligations de transparence. Et puis, vous avez des IA avec un risque minimal où euh, finalement, il y a des précautions qui doivent être prises dans leur développement, mais également dans leur utilisation. Voilà. Tout ce qui est
ChatGPT et les outils d'IA qu'on utilise classiquement, donc l'IA générative et on va dire conversationnelle, peuvent être rangés dans les deux dernières catégories, donc à risque minimal ou risque en matière de transparence. Donc les IA qui sont, on va dire, on va commencer par la première catégorie, les IA qui sont actuellement interdites, en tout cas, qui ont un risque inacceptable, qui présentent un risque inacceptable, sont notamment toutes les intelligences enfin, toutes les intelligences artificielles qui ont un lien avec la notation sociale, l'exploitation des vulnérabilités des personnes, l'identification biométrique par des services répressifs, donc l'identification à distance par des services répressifs et enfin, de certaines personnes dans des espaces publics, etc. Toute cette catégorie d'IA-là est considérée comme à haut risque ou à risque, enfin plutôt à risque inacceptable et donc interdite actuellement au sein de l'Union européenne. Voilà, je ne sais pas si c'est assez clair pour tout le monde, mais comme je l'ai dit précédemment, n'hésitez pas à me faire savoir si vous avez des questions ou si vous avez besoin de plus d'explications sur un aspect plutôt qu'un autre. Alors, une fois qu'on a parlé de l'IA Act, il faut savoir quand est-ce que ça entre en application. Là, c'est un peu plus complexe, voire beaucoup plus complexe. En tout cas, on est ici face à une entrée en application échelonnée ou progressive, si vous voulez. L'IA Act a fait l'objet d'une publication au journal officiel de l'Union européenne en juillet 2024. Et il est entré en vigueur le règlement, il est rentré en vigueur en août 2024. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai l'impression que ça n'a pas fait grand bruit et pourtant c'est en vigueur. Il y a une petite spécificité. Certes, l'IA Act est entré en vigueur, mais il produira, enfin, ses premiers effets ne seront valables, ou dire ses premiers effets, je fais une tautologie, une répétition, ses premiers effets ne produiront effet qu'à partir de février 2025. Février 2025, c'est demain. Donc, à partir de février 2025, on a une interdiction de tous les systèmes d'intelligence artificielle à risque inacceptable. C'est la première catégorie dont je vous ai parlé tout à l'heure. Toute la partie en rouge, donc tout ce qui a un lien avec la notation sociale, l'exploitation de la vulnérabilité des personnes, la détection en temps réel dans les espaces publics de la biométrie de certaines personnes à but répressif, la police prédictive, la reconnaissance des émotions sur le lieu de travail et dans les établissements d'enseignement. Toute cette catégorie-là est interdite à partir de février 2025. Ensuite, à partir d'août 2025, soit un an après son entrée en vigueur, vous avez les règles applicables en matière d'IA à usage général qui vont également entrer en application, qui entrent en vigueur. Vous avez c'est également le délai qui est accordé pour la nomination des autorités nationales. Comme je le disais précédemment, en France, je ne sais pas encore si une autorité a été désignée, mais à ma connaissance, non. Peut-être que je me trompe. N'hésitez pas à me faire part de vos informations en la matière. À partir d'août 2026, ça c'est la troisième phase, on a l'entrée en vigueur de toutes les mesures du règlement, donc soit quasiment, oui, même pas quasiment, soit 2 ans après l'entrée en vigueur qui a été faite en août 2024. Donc en août 2026, 2 ans après, on a l'entrée en vigueur de l'ensemble des mesures du règlement et c'est le délai de la mise en place de ce qu'on a appelé un bac à sable réglementaire. Donc, ça veut dire que il y aura au sein de l'Union européenne et au sein de chaque État ce qu'on appelle un bac à sable réglementaire. Grosso modo, ce sont des espaces qui seront créés, ou en tout cas des cellules qui seront créées pour une expérimentation réglementaire pour l'encadrement de l'intelligence artificielle au niveau national et au niveau européen. Voilà, c'est un peu ça un bac à sable, pour faire des essais sur la réglementation et l'encadrement juridique de l'intelligence artificielle. Et puis en août 2027, vous avez l'entrée en vigueur des règles relatives aux intelligences artificielles à haut risque qui sont dans l'annexe 1. Bon, c'est un peu plus technique, on ne rentrera pas dans le détail de ce qu'est l'annexe 1, ou l'annexe 2 et l'annexe 3. Euh, il faut savoir que l'ensemble de l'IA Act, pour entrer en application, vu que c'est une entrée en application progressive,
elle va donner lieu à l'adoption de normes supplémentaires au niveau européen pour permettre une harmonisation de cette norme-là, en tout cas de l'encadrement de l'usage de l'intelligence artificielle. Donc c'est une pour résumer, c'est un règlement qui va encadrer à la fois la phase de développement, mais également la phase, on a sur le développement, comme on disait précédemment, on a la conception, euh, la constitution de la bande de données qui va servir plus tard à l'entraînement de l'intelligence artificielle. On a également l'encadrement de l'usage et du déploiement de l'intelligence artificielle. Tous ces aspects-là sont pris en compte ou en charge, en tout cas, dans l'IA Act. C'est quelque chose qui est assez révolutionnaire dans la mesure où c'est la première législation mondiale à s'attaquer au domaine de l'intelligence artificielle. Il y a eu d'ailleurs beaucoup de réticences à la fois de certains acteurs européens, dont la France et l'Allemagne, mais finalement, il y a eu des gages qui ont été présentés et le but de l'IA Act n'est pas d'empêcher le développement de l'intelligence artificielle, mais plutôt d'accompagner le développement de cette intelligence artificielle-là avec la préservation des droits des personnes. Parce que l'intelligence artificielle, on fait des choses complètement magnifiques avec cet outil, mais à contrario, on peut également mettre en place des régimes ou des mesures complètement abjectes, notamment pour les droits des personnes. Je ne vais pas les citer, mais on connaît des États où euh, la restriction de certains droits enfin, ou en tout cas il y a eu la mise en place de certains de ce qu'on a appelé le scoring ou la notation sociale où il est permis dans l'espace professionnel de détecter les émotions des collaborateurs et de savoir enfin, voilà, on peut faire des choses complètement abjectes avec l'intelligence artificielle. Donc, l'IA Act a la volonté d'encadrer euh, l'usage de cette IA, le développement, la conception et l'utilisation au sein de l'Union européenne de manière à préserver ou à renforcer, enfin, à renforcer ou plutôt à préserver les droits des personnes, des utilisateurs. Euh, il y a également un régime de sanctions qui est appliqué euh, au sein de l'IA Act. Ce sont les articles 71 et 72. Et la particularité ici, c'est que les entreprises peuvent être sanctionnées, les utilisateurs, personnes physiques, peuvent être sanctionnés, mais également certaines institutions de l'Union européenne peuvent être sanctionnées si ces institutions, en tout cas si toutes ces personnes-là, toutes ces institutions peuvent être sanctionnées si elles contreviennent aux, euh, aux exigences de l'IA Act. Au niveau des institutions européennes, on est sur une sanction qui peut aller de 250 000 euros, de 250 à 500 000 euros de sanction en cas d'infraction à l'IA Act. Au niveau des personnes ou des entreprises, on a des sanctions, là c'est vraiment un résumé que j'ai mis, mais on a des échelles de sanctions qui vont de 2% ou 10 millions d'euros, 4% ou 20 millions d'euros, et puis 6%, enfin 30 millions d'euros ou 6% si c'est une entreprise. Voilà. Euh, je fais ici le parallèle avec notamment le RGPD dans la mesure où l'IA Act s'inspire un peu du régime de sanctions qui a été mis en place avec le RGPD, qui imposait des sanctions qui pouvaient aller jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise qui était prise en infraction aux règles du RGPD. Et cette slide-là vous rappelle qu'au niveau de la CNIL, enfin, en tout cas en 2023, on était déjà à 42 sanctions qui avaient été prononcées. Et on était sur un doublement déjà de ce qui se faisait en 2022. Actuellement en 2024, il y a à peu près un mois, j'ai regardé les chiffres et je pense qu'on était déjà au double de ce qui se faisait en 2023. Donc ça veut dire qu'il y a un changement de braquet qui a été effectué par la CNIL qui a décidé de taper un peu plus fort. Et je pense que c'est ce qui va également se passer avec le déploiement progressif de l'IA Act, mais lorsque l'ensemble des règles, enfin, lorsque les règles progressivement entreront en vigueur, il y aura potentiellement une phase d'accompagnement, mais la phase répressive va également arriver très vite. Ici, vous avez les grands principes qui sont là, sont ceux du RGPD. Je fais toujours le parallèle entre les deux, dans la mesure où l'intelligence artificielle impacte fortement l'utilisation des données personnelles, aussi bien à titre privé qu'en entreprise. Vous avez les données personnelles, mais également les données
lorsqu'elles ne sont pas personnelles, ça peut être des données sensibles ou stratégiques pour l'entreprise, qui peuvent être fortement impactées avec l'usage de l'intelligence artificielle. Donc là, vous avez les grands principes du RGPD qui peuvent globalement s'appliquer également en matière d'intelligence artificielle. La licéité, pourquoi est-ce qu'on les récupère? On récupère le minimum d'informations pour entraîner les outils, mais également lorsqu'on les utilise, on en donne le strict minimum. On le verra un peu plus tard. Voilà, ça ce sont les principes du RGPD, mais certains d'entre eux peuvent également s'appliquer en matière de développement ou même d'utilisation de l'intelligence artificielle. Ici, c'est une slide qui est inspirée de ce que la CNIL a mis en relief. En tout cas, il y a un parallèle entre une complémentarité entre le RGPD et l'IA Act. Vous aurez des champs d'application ou des espaces, ou en tout cas des thématiques sur lesquelles un règlement plutôt que l'autre va trouver à s'appliquer, ou alors un règlement et pas l'autre va trouver à s'appliquer, mais vous aurez également beaucoup de champs où les deux règlements trouveront à s'appliquer en même temps. Parce que l'entraînement, l'utilisation enfin, en tout cas le développement de l'intelligence artificielle a besoin d'une masse phénoménale de données, donc potentiellement des données personnelles. Et à ce moment-là, vous êtes obligé, dans la phase d'entraînement, d'utilisation, etc., de respecter les règles qui s'appliquent en matière de données personnelles, donc le RGPD. Et vous avez également la possibilité, enfin, l'obligation de vous conformer en ce qui, enfin, de vous conformer aux règles de l'IA Act. RIA, c'est l'IA Act, hein, c'est règlement sur l'intelligence artificielle. Vous avez également l'obligation de vous conformer à ce règlement-là sur la phase de développement, d'usage et de déploiement de l'intelligence artificielle si vous rentrez dans le scope de définition du spectre, enfin, du spectre euh, des intelligences artificielles ou des personnes concernées par l'IA Act. Donc voilà. Euh, Tout simplement pour dire que l'IA Act et le RGPD sont deux réglementations qui vont fortement impacter votre utilisation de l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qu'il faut intégrer dès maintenant. Le RGPD, je sais que c'est quelque chose qui est enfin, le règlement général sur la protection des données personnelles, qui est là depuis 2016, on va dire 2018, entré en application en 2018. Et certaines entreprises, certains professionnels en ont entendu parler, ils savent déjà à peu près ce que c'est. D'autres en ont entendu parler, mais ils n'ont pas trop envie de savoir ce que c'est. Mais malheureusement ou heureusement, en fonction du point de vue qu'on a, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, son développement et son usage, et les risques que cela entraîne, il y a potentiellement des risques que je n'ai même pas mentionnés durant tout le développement que j'ai effectué, mais forcément, vous serez concerné par potentiellement par le RGPD ou l'IA Act dans l'usage et le développement de l'intelligence artificielle que vous aurez. Certaines entreprises ou même certaines collectivités pensent à déployer l'intelligence artificielle au sein enfin, de leur périmètre. C'est quelque chose qui ne doit pas se faire de manière hasardeuse parce que les conséquences ou les répercussions peuvent être assez phénoménales. On a des grandes entreprises d'ailleurs mondialement connues qui ont eu des soucis de sécurité parce que lors du développement de leurs outils, elles ont utilisé l'intelligence artificielle pour notamment développer du code ou conserver du code. Et ce code-là s'est retrouvé en libre accès à d'autres entreprises, dont certains concurrents. Voilà. Donc on n'est pas uniquement ici sur la thématique de la protection de la donnée personnelle, il y a également tout ce qui concerne la donnée confidentielle ou la donnée stratégique pour l'entreprise, la donnée de manière générale, parce que l'intelligence artificielle se nourrit de la donnée. Elle a besoin de la donnée pour vous fournir de la donnée ou de l'information. Et on n'a pas toujours conscience de cela, mais je l'ai déjà dit, je le redis et il est possible que je le redise encore avant la fin de ce webinaire. L'intelligence artificielle a besoin d'une masse considérable d'informations, de données pour l'entraîner et pouvoir finalement vous donner des résultats euh, les plus conformes ou les plus proches de vos attentes possibles. Voilà. C'est très gourmand en données, données personnelles ou autres données, l'intelligence artificielle. Alors, une fois qu'on a dit ça, quels sont
conseils qu'on peut avoir en matière d'utilisation de données, enfin, d'intelligence artificielle, la première question qu'il faut se poser, c'est quel est mon besoin? Quels sont mes besoins? De quoi est-ce que j'ai besoin? Quel type de finalité je veux atteindre avec l'intelligence artificielle? Euh, Est-ce que j'ai besoin d'une IA focalisée sur la génération de texte ou alors une IA qui va me produire du contenu visuel type photo et vidéo? Est-ce que j'ai besoin d'une IA spécialisée dans mon domaine d'activité ou alors j'ai besoin d'une IA dite générale, à usage général et qui produira un contenu tout azimut? Voilà, ça c'est la première question. De quoi est-ce que j'ai besoin? Pourquoi est-ce que j'ai besoin? Une fois qu'on s'est posé cette question-là, on va se poser la question de l'encadrement légal de cet outil. Les clauses de protection en matière de protection de données, lorsqu'on contractualise, oui, on acquiert la solution, les clauses de responsabilité, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, comment est-ce qu'on peut limiter l'accès à telle ou telle information ou à telle ou telle donnée qui seront données ou en tout cas utilisées, générées par les utilisateurs. Comment est-ce qu'on peut limiter leur réemploi, leur réusage par l'intelligence artificielle, par cet outil-là. Ça, c'est la deuxième question qu'on va se poser. La troisième question est, enfin, le troisième point d'attention sera celui de l'encadrement technique, parce qu'une fois qu'on a mis en place un encadrement légal, il faut également, enfin, ça ne suffit pas, il faut mettre en place un encadrement technique, une double barrière, au moins. L'encadrement technique ici va également avoir le même but que celui précédemment énoncé, qui est celui de limiter la réutilisation de ces données-là. Euh, En général, ça se fait en cochant quelques cases ou en paramétrant avec les services du fournisseur ou même avec des services internes qui permettent de limiter l'utilisation des données, restreindre, supprimer les historiques quel est le terme qui m'échappe, euh, supprimer les historiques de prompt lorsqu'on est sur de l'IA générative, ou en tout cas, l'idée c'est de restreindre au maximum la possibilité pour des acteurs externes à l'entreprise d'avoir accès à ces informations-là. Et pour cela, il faut savoir quelles sont les possibilités qu'a cette intelligence artificielle de pouvoir réutiliser pour les autres, pour son apprentissage propre ou pour le fournisseur, les informations que vous lui communiquerez. Très important. La phase suivante est celle de l'analyse de risque. Ici, en matière de protection des données personnelles, on parle de Privacy Impact Assessment. Vous pardonnerez mon anglais ou mon accent anglais. Donc, le Privacy Impact Assessment ou une analyse d'impact sur la protection des données, tout simplement. Euh, pour cette partie-là, vous aurez besoin de savoir pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette IA? C'est la première question qu'on s'est posée. Quelles sont les mesures techniques, organisationnelles et même juridiques qu'on a mis en place pour limiter les risques? Déjà, identifier les risques pour les personnes, pour l'entreprise, les limiter en mettant en place des mesures techniques, organisationnelles et légales, juridiques, pour restreindre le risque-là. Et finalement, s'il y a toujours un risque, euh, décider d'y aller ou de ne pas y aller. Et là, c'est la direction qui doit se prononcer à ce niveau-là. Parce que si un risque persiste malgré les mesures techniques et organisationnelles qu'on met en place, il faut quelqu'un pour assumer ce risque et en général, c'est la direction qui se décidera en disant, OK, le risque est infime, on va y aller, ou alors le risque est maximal, on n'y va pas. Il y a des directions qui diront, le risque est maximal, mais je veux quand même y aller. Il faut que ce soit marqué. En tout cas, il y a une obligation de documentation, de documenter les mesures qu'on implémente, en tout cas en matière de gestion des risques avec l'intelligence artificielle, documenter les décisions qui sont prises. Une analyse de risque a été faite, un PIA a été fait, les décisions qui en découlent sont celles-là. Il y a eu un go ou alors il y a eu un no-go sur l'implémentation de cette intelligence artificielle. Un autre point qui est également fondamental est la formation et la sensibilisation des utilisateurs. C'est un outil formidable, l'intelligence artificielle, mais mis entre les mains de personnes peu sensibles ou peu informées sur les potentiels risques et les usages conformes, on court à la catastrophe, tout simplement. On court à la catastrophe dans la mesure où les personnes vont potentiellement partager avec
l'IA des informations très sensibles, confidentielles ou personnelles qu'elle n'aurait pas dû. Et ce qui va exposer l'entreprise à un risque de divulgation de données personnelles ou alors de divulgation d'informations, de données sensibles ou confidentielles qui peuvent avoir un impact sur la continuité même de l'activité de l'entreprise. Donc, c'est un aspect fondamental pour moi, la formation et la sensibilisation des différents collaborateurs, ou en tout cas des différents utilisateurs de cette intelligence artificielle-là. La dernière étape, qui peut également être la première d'ailleurs, qui est celle de, qui doit également être la première d'ailleurs, est l'implication du DPO, le délégué à la protection des données, du RSSI, le responsable de la sécurité du système d'information, mais également des responsables métiers dans toutes les phases de mise en place de l'intelligence artificielle au sein de votre entreprise. Donc, on parle de la phase de conception, si jamais elle est conçue en interne, ou à la phase du choix, les critères sur lesquels vous porterez une attention particulière. Donc, on peut appeler ça ici le privacy by design. On implique ces différents acteurs-là dès la phase de conception ou dès la phase de naissance du projet. On les implique pour savoir de quoi on a besoin, quelles sont les mesures de sécurité qu'il faut absolument vérifier, etc. Et enfin, il faut également les impliquer dans la phase du privacy by default. Donc, une fois qu'on a implémenté, s'ils n'avaient pas été précédemment impliqués, il faut les impliquer après coup, leur dire, voilà, finalement, on a pris cet outil sans vous consulter. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont les mesures de sécurité à implémenter si vous pensez que des risques sont manifestement présents avec l'usage de cet outil-là? Bon, ces collaborateurs sont des personnes que vous devez absolument consulter, intégrer dans les choix des outils, leur implémentation et leur usage au quotidien. Donc voilà pour les conseils que je peux vous donner. Et quelque part, face à la multiplication euh, des textes législatifs en matière à la fois de protection des données, mais également d'usage du système informatique dans sa globalité, que ce soit la cybersécurité ou d'autres, euh, il est impératif il est impératif d'être accompagné par ces deux professionnels-là, les DPO et les RSSI, qu'ils soient internes ou externalisés. Vous ferez le choix qui correspond le mieux à votre fonctionnement. Mais à mon sens, ces deux collaborateurs sont des personnes indispensables pour vous accompagner et encadrer de manière légale ou en tout cas de manière législative les outils et la réglementation qui sera respectée dans le développement ou la continuité de votre activité. Donc voilà grosso modo ce qu'on pouvait dire sur l'intelligence artificielle. C'est un sujet relativement nouveau euh, qui a des conséquences ou en tout cas un impact significatif sur notre quotidien. Les mesures qui sont là sont les mesures minimales à implémenter, je vais dire de toute urgence, ou impérativement en tout cas, pour un usage conforme de l'intelligence artificielle au sein de votre entreprise. S'il y a des aspects qui n'ont pas été clairs ou si euh, vous avez une question spécifique sur un point particulier, n'hésitez pas à me la poser dans le chat et je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc, voilà pour ce qui est de l'intelligence artificielle et enfin, son usage en entreprise et puis le lien avec la protection des données, à la fois personnelles ou non personnelles d'ailleurs, dans l'entreprise. J'espère que vous aurez appris euh, pas mal de choses ou en tout cas que vous aurez renouvelé des connaissances que vous aviez déjà. Et je vous remercie pour votre attention et je vais tout de suite regarder s'il y a eu quelques questions. Alors, je vois qu'il n'y a qu'une seule question. Bonjour, est-il prévu de communiquer la présentation aux participants? Merci. La présentation ne vous sera pas communiquée, mais le webinaire a été enregistré. Donc, vous pourrez retrouver l'enregistrement du webinaire. Il sera accessible à tout le monde sur notre site internet et vous pourrez le consulter autant de fois que vous voudrez. Et puis, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à revenir vers nous. On se fera un plaisir d'éclairer votre lanterne sur
les éventuelles zones d'ombre que vous auriez sur la législation, enfin en tout cas les exigences en matière d'intelligence artificielle ou de protection des données, que ce soit personnelles ou non, enfin, de sécurisation des données au sein de votre entreprise. Voilà. Je vois qu'il n'y a plus de questions, ou alors il y a... Ok, bon, il n'y a plus de questions. Ok, bah écoutez, comme je le disais tout à l'heure, j'espère que vous aurez appris pas mal de choses et je reste à votre disposition. Nous restons à votre disposition si vous avez des questions qui vous reviennent après coup. Donc, je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une excellente journée à tous et à toutes. Merci.